Il est un peu plus de 7 heures du matin, le 12 janvier 2015, dans un petit village du sud de la France, plus précisément Saint-Zacharie, au pied du massif de la Sainte-Baume. Le froid est mordant, il fait moins 3 degrés, et le silence, lui, est absolu. Seul, dans son mobil-home, le témoin, qu'on appellera Charles pour cette histoire, s'apprête à commencer une journée plus que banale. Comme chaque matin, il se lève, il enfile son pull et il va se diriger vers son poêle à bois. Son premier geste du jour, c'est toujours le même. Allumer son feu, faire son café et se détendre avant une grosse journée. Mais ce matin-là va vite se transformer en un matin que Charles n'oubliera jamais. À travers la fenêtre de la porte d'entrée, quelque chose accroche son regard. Une lumière qui l'interpelle et qui n'a rien à faire ici. Charles connaît chaque centimètre de son terrain et il sait que derrière cette porte se trouve juste une butte de terre, quelques arbres, pas de route, pas de lampe, pas de phare de voiture. Et pourtant, depuis quelques secondes, cette lueur persiste. Intrigué, il va poser son café sur la table et se diriger vers la porte d'entrée. Il attrape la poignée, ouvre la porte et l'air glacé lui saisit le visage. Et là, il reste figé. À quelques mètres de lui, une forme flotte dans l'air. Un objet ovale, métallique, éclairé d'une lumière blanche à l'avant et verdâtre à l'arrière. L'objet avance lentement, sans faire de bruit, pas un souffle, même pas le moindre ronronnement. Et Charles est là. Il observe, incrédule. L'objet, qu'il appellera plus tard suite à ses recherches un pan, qui est le terme officiel, phénomène aérien non identifié, glisse lentement entre son mobil-home et celui de son voisin. 6 mètres à peine séparent les deux mobil-homes, et pourtant, Charles remarque quelque chose d'intrigant, l'engin ne touche ni les murs, ni les branches des arbres. Il passe tout près, presque à portée de main. À l'avant, une lumière douce éclaire le métal gris clair. Mais surtout, un détail le fige, un espèce de logo, jaune et rouge, dessiné sur le flanc, comme une sorte d'emblème. Charles, avec du recul, le comparera même plus tard à un logo qui est connu dans la bière. Un peu comme Cronenbourg. À cet instant précis, il se sent attiré et presque même hypnotisé. Le temps semble même s'arrêter pour lui. Il ne ressent plus le froid, ni même plus rien de ce qui se passe autour. Seule cette présence silencieuse qui passe lentement devant lui. Puis, toujours sans bruit, l'objet va s'incliner légèrement, monter en altitude et disparaître derrière les arbres. Le tout a duré près d'une minute ou peut-être deux, mais pour Charles, c'était une éternité. Il reste là, debout, seul et le cœur battant, sans comprendre. Il se repasse pourtant la scène des milliers de fois dans sa tête. Est-ce un drone? Un ballon? Une hallucination? Il ne pense pas, ça semblait beaucoup trop réel et trop proche. Et surtout, il n'avait rien vu de tel auparavant. Quelques minutes plus tard, Charles y va reprendre ses esprits. Il va rapidement aller s'habiller pour aller au travail. Mais toute la journée, forcément, une phrase va résonner dans sa tête. C'était quoi, ça? Et ce n'est que quelques jours plus tard que Charles va décider de faire quelque chose que peu de témoins font et osent faire. Il appelle le GEPAN, le service officiel du CNES, chargé d'enquêter sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et ce simple coup de téléphone, qui ne dure que quelques minutes, va marquer le début d'une enquête de quasiment 2 ans. Charles raconte calmement ce qu'il a vu, pas d'excitation, pas de délire. Juste une histoire étrange racontée par la sincérité d'un homme qui cherche à comprendre ce qu'il a vu. Le 27 janvier, le GEPAN va mandater un enquêteur. Un spécialiste va donc se rendre sur place, à Saint-Zacharie, pour rencontrer Charles en personne. Pendant plusieurs heures, l'enquêteur va écouter, poser différentes questions et faire reconstituer à Charles chaque mouvement, chaque détail dont il se souvient. Charles va rejouer la scène au même endroit, à la même heure, dans le froid. Et ce que l'enquêteur va d'abord remarquer, c'est son émotion. Une tension encore palpable, pourtant 2 semaines après les faits. Une sorte d'étonnement qui ne l'a pas quitté. Et ce que l'enquêteur retient également, c'est que Charles, il ne cherche pas forcément à convaincre. Il décrit simplement et de manière naturelle ce qu'il a vu. Une lumière diffuse, un objet silencieux, une trajectoire lente, précise, presque maîtrisé. Et surtout, toujours cette impression d'être figé, comme suspendu dans le temps. L'enquêteur, il note tout. Les conditions météo, ciel clair, pas de vent, température moins 3 degrés. Il est 7 heures. Pour ce qui est de l'environnement, il n'y a aucun bruit et aucune source lumineuse. Mais surtout, aucun autre témoin. Les gendarmes de la commune confirment également qu'aucune autre personne n'est venue faire un tel signalement. Aucun voisin, aucun passant, aucune caméra, rien. Mais heureusement, pour ce qui est du GEPAN, l'absence de témoins ne suffit pas forcément à clore une affaire. Alors le GEPAN pousse plus loin. Charles doit décrire le pan avec précision. Forme ovoïde, gris clair, avec une lumière blanche à l'avant et verdâtre à l'arrière. Et ce fameux logo
toujours sur le côté, de couleur rouge et jaune. Il estime même la taille de l'engin à approximativement 7 mètres de longueur et 2 mètres de haut. Et toujours en précisant que pour un tel objet devant lui, il n'y avait aucun bruit, pas même un souffle d'air. L'enquêteur, lui, va essayer de reconstituer au plus précis la scène sur place. Mesure des distances, des différents angles, des directions. Le pan, selon Charles, venait du sud-ouest et se dirigeait vers le nord-est lorsqu'il a disparu derrière les arbres. Une trajectoire qui est donc rectiligne et à basse altitude. À ce moment-là de l'enquête, tout concorde. La météo, la topographie et même la cohérence du récit de Charles. Rien ne semble vraiment incohérent. Et pourtant, rien ne colle non plus à un phénomène que l'on pourrait connaître. Suite à ça, les premières hypothèses vont commencer à tomber. Peut-être que ça pourrait être un ballon publicitaire. Cette première hypothèse paraît plutôt simple. Et c'est d'ailleurs, selon l'enquêteur, la plus simple qu'il faut toujours envisager en premier. Un ballon qui serait gonflé à l'hélium, de forme ovale, avec un logo publicitaire sur son côté. Ça pourrait complètement coller. Il en existe même des milliers pour des foires, des événements ou des campagnes publicitaires. Et certains mesurent même jusqu'à 9 mètres de long. Alors oui, sur le papier, l'objet vu par Charles ce matin-là pourrait être un de ces ballons publicitaires. Mais très vite, plusieurs détails commencent à poser problème. D'abord, la trajectoire. Le ballon se déplace lentement, à seulement 3 mètres du sol, dans un chemin qui lui est extrêmement étroit, entre deux mobilhomes. Il ne touche rien et ne fait bouger aucune branche. Étrange. Ensuite vient le vent. Au moment des faits, il soufflait légèrement, mais dans la direction opposée du pan. Autrement dit, un ballon qui se déplacerait à contre-vent. Étrange également. Pourquoi un ballon publicitaire se serait retrouvé à cet endroit-là précis sans aucune raison? À 7 heures du matin, en plein hiver, dans un coin très reculé du Var. L'enquêteur va donc noter dans son rapport: Hypothèse possible, mais hautement improbable. la probabilité estimée au final est même inférieure à 30%. La deuxième hypothèse serait un dirigeable. Là encore, une forme ovoïde, une lumière blanche à l'avant, un déplacement plutôt lent, tout semble également compatible. Sauf qu'un dirigeable, ça se pilote. Pour se piloter, il faut un moteur, une nacelle et potentiellement un système de propulsion. Mais dans le récit de Charles, il n'y a rien de tout ça. Pas de structure, pas même de pilote visible, et même si un dirigeable pouvait voler aussi bas, aussi lentement, il produirait forcément un son, un ronronnement, un souffle ou même un frottement. Or là, il n'y a rien. Alors pour les enquêteurs qui avancent dans l'affaire, si ce n'est pas un ballon ni un dirigeable, que reste-t-il réellement comme hypothèse? Ils vont se tourner vers le facteur humain, l'hallucination hypnopompique. J'espère que ça se dit comme ça. Le mot est compliqué, mais le phénomène est lui bien connu. Les hallucinations hypnopompiques, wow, c'est compliqué, elles arrivent souvent à la phase du réveil. Entre le sommeil et la conscience, certaines personnes peuvent percevoir des choses qui n'existent pas réellement. Des formes, des sons, des silhouettes. Et dans certains cas, la scène peut sembler extrêmement réelle. Et c'est d'ailleurs pour les enquêteurs une explication assez tentante parce que Charles venait, lui, de se réveiller. Peut-être d'ailleurs était-il encore à moitié endormi. Sauf que, encore une fois, tout indique le contraire. Au moment de l'observation, il venait pas tout juste de mettre un pied par terre, il était déjà en train d'allumer le feu, de faire chauffer son café, il a ouvert la porte, il est sorti dans le froid, il a marché autour de son mobil-home, il était lucide, conscient et actif. Aucune trace de trouble du sommeil, ni de fatigue, ni de drogue, ni de maladie. Les enquêteurs du GEPAN tranchent encore une nouvelle fois. Ils la classent en hypothèse extrêmement peu probable, moins de 15%. Ok, ils ont quand même une dernière piste, plus rare mais étudiée, le rêve éveillé. Une sorte d'état entre conscience et imagination, où le cerveau est même capable de créer des images aussi réelles qu'un vrai souvenir. Le témoin verrait une scène qui n'existe vraiment pas. Là encore, sur le papier, ça pourrait complètement coller. Charles décrit des émotions assez intenses, la fascination, la stupeur et le sentiment d'être figé. Mais pour qu'un rêve éveillé ait lieu, il faut en général un contexte précis. Une séance thérapeutique, une très forte charge émotionnelle et une immersion dans un univers imaginaire. Charles, lui, à ce moment-là, il rentre dans aucune des catégories. Il n'a d'ailleurs jamais eu un de ces phénomènes, ni avant, ni après. Mais surtout, dans son récit, il se comporte comme un observateur rationnel. Il analyse, il se déplace et il essaye même de comprendre. Le GEPAN conclut: Le témoin semble avoir vécu la scène physiquement.
il se déplace, il descend des marches, il ressent même le froid. Il semble bien plus dans le réel que dans l'imaginaire. Probabilité inférieure à 15%. Aucune des 4 hypothèses qu'on vient de voir ne répondent à ce qu'a vu Charles, ni les explications tant techniques que les explications psychologiques. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un homme ordinaire a vu à 3 mètres de lui un objet silencieux de forme ovale, lumineux, qui se déplaçait avec précision. Alors après tout ça, le dossier de Saint-Zacharie va rejoindre la catégorie assez rare des dossiers qui restent inexpliqués. Les cas D1, des phénomènes à la fois cohérents, solides, mais incompréhensibles. Et pour Charles, plus de 10 ans après, le mystère reste le même. Chaque fois que Charles y repense, une seule question lui vient. Pourquoi moi? Quand on lit attentivement le dossier du GEPAN, il y a une seule chose qui revient, c'est la sobriété du récit. Pas de sensationnalisme, pas d'extraterrestre, pas d'histoire vraiment déformée, juste un homme seul face à quelque chose qu'il ne comprend pas. C'est d'ailleurs peut-être ça le vrai cœur de cette affaire. Charles n'a jamais cherché à prouver quoi que ce soit, il n'a ni cherché l'attention, ni cherché à convaincre, il a simplement vécu une expérience qu'il est incapable d'expliquer, et il a eu le courage d'en parler. Ce n'est pas spectaculaire comme un gros vaisseau dans le ciel à la Star Wars, c'est un silence, une présence, un moment suspendu, quelque chose d'aussi étrange que discret en fait. Et ce qui le rend vraiment fascinant, c'est justement ce doute, ce point d'interrogation qui résiste à tout. On se rappelle quand même que le GEPAN, il a tout passé au crible. Le vent, la météo, la psychologie, les hypothèses rationnelles, et rien ne colle. Rien ne permet de dire réellement voilà ce que c'est. Alors au final, tout en bas, on reste avec cette phrase dans le rapport. Observation étrange, témoignage cohérent, cas inexpliqué. D1. 3 mots simples, sobres, mais lourd de sens, cas inexpliqué D1. Ce qui veut dire, selon les critères du CNES, qu'il s'agit d'un phénomène réel, observé par un témoin, sans aucune explication plausible connue. Et ça change tout. Parce que c'est pas une simple histoire d'internet, ni une rumeur, ni même une invention, mais c'est un cas qui, lui, est reconnu comme inexpliqué auprès d'une agence spatiale. Ce que Charles a vu ce matin-là, je n'ai pas la réponse, et peut-être que finalement c'est ça la leçon, parce que cette histoire, elle nous permet de nous rappeler que le réel n'est pas toujours aussi solide que ce que l'on croit, qu'il existe encore des zones d'ombre, des événements qui vont jusqu'à défier nos repères, et face à l'inexplicable, la seule posture vraiment honnête, c'est l'humilité. Charles, lui, de son côté, forcément, il a continué sa vie. Il n'a plus jamais, depuis ce jour-là, vu quelque chose de semblable. Mais il continue de dire souvent qu'il aura compris une chose. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que ça n'existe pas. Et quelque part, il a raison, ce Charles. C'est peut-être la phrase qui permet de définir le mieux cette histoire. Et que parfois, il suffit d'un instant, d'une lumière dans le noir et d'un silence étrange pour que tout vacille. Merci de m'avoir écouté, j'ai trouvé cette histoire de Charles vraiment prenante. Je trouve que son dossier est hyper intéressant, j'ai passé pas mal de temps à regarder tout ce qu'il y avait dedans. Toujours un plaisir pour moi de découvrir des nouvelles histoires. Des comme ça, il y en a encore beaucoup d'autres, qui je rappelle sont des histoires officielles et surtout des enquêtes officielles menées par le GEPAN. Tout ce que je dis, il n'y a rien inventé, tout est sourcé. Vous pouvez d'ailleurs même vous y avoir accès, je mets tout dans la description. Sur cette chaîne, je cherche pas à vous convaincre, je cherche juste à vous partager toutes ces histoires qui sont bel et bien réelles, et ensuite à vous de vous faire votre propre opinion. Je publie sur cette chaîne une fois par semaine une enquête menée par un organisme comme le GEPAN par exemple, et si ce dossier t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, je fais aussi beaucoup de vidéos sur TikTok et mon Instagram également, donc je te mets tout ça en description. Encore merci à toi, et je te dis à la prochaine.